Donc ici on est au GAEC du Grand Val, donc on est à Athis-de-l'Orne. On est en GAEC à 3 avec mon père et mon frère. Et on a aussi 2 équivalents temps plein salariés. On est producteur principalement de lait cru pour l'entreprise Gillot. Notre lait est transformé en camembert AOP. Alors on a une plus-value sur le lait de foin qui compense le surcoût du séchoir. Et la laiterie et la filière s'y retrouvent parce que nous on est capable d'augmenter les taux de transformation du lait parce qu'en fait on vient sécuriser un petit peu la qualité sanitaire des fourrages et donc la qualité sanitaire du lait cru. À savoir que pour faire un camembert AOP, il faut être indemne de tout agent pathogène et que c'est plus facile à faire quand on est en système pâturant ou avec du foin. On engraisse tous les veaux mâles et femelles qui naissent sur la ferme. On a 190 hectares de SAU. Et on a environ 45 hectares de prairies permanentes et 80 hectares de prairies temporaires qui entrent en rotation avec les autres cultures. Et sur la ferme, on produit aussi du lin, du sorgho et des cultures à vocation énergétique en interculture. Donc nous, on a environ 130 normandes qui produisent environ 5800 litres de lait chacune et on vend à peu près 750 tonnes de lait par an. Et il y a à peu près 65% de la ration annuelle qui est pâturée. Donc le séchoir en fait ne sert qu'à compenser les moments de l'année où il n'y a pas assez d'herbe, soit l'hiver, soit l'été, parce qu'on n'a plus la capacité de pâturer de l'herbe. Dans le contexte, on avait une tabulation en libre service avec 80 à 100 vaches, donc on est arrivé un petit peu au bout du bout d'un point de vue technique. C'était un beau contexte parce qu'on avait 0 investissement, donc on avait un petit peu champ libre pour faire ce qu'on veut. Et on a eu un petit peu un alignement de planètes où à la fois on avait de la capacité à investir, pas parce qu'on était plusieurs dans le GAEC, donc c'est aussi plus facile. On avait la laiterie qui incitait aussi les producteurs à passer en système sans fourrage fermenté, notamment via le séchage en grange. Et on a pu aussi bénéficier d'un plan de subvention de l'Agence de l'eau, ce qui nous a permis de donner une bonne viabilité économique au projet. Le séchoir il a été mis en route en mai 2023. Il y a à peu près 500 tonnes de capacité. On a 4 cellules qui font 180 mètres carrés par 6 mètres de haut. Et on va dire qu'avec 300-350 tonnes, c'est les besoins pragmatiques qu'on a besoin pour un hiver. On a un capteur solaire qui couvre l'intégralité du séchoir, le pan sud et le pan nord. On a un générateur d'air chaud à bois déchiqueté qui nous permet en fait d'avoir une sécurité et un plan B. On préfère pâturer de bonne heure. Ça nous permet aussi de décaler les chantiers de fauche où l'énergie quand même coûte cher. Et on préfère faire les premiers chantiers le plus tard possible, à savoir qu'on fait quasiment du foin que du 15 mai au 15 septembre. Les prairies typées pâturage, c'est quand elles sont temporaires, c'est raigrats anglais, trèfle blanc, fétuque élevé. Voilà, on essaye de panacher aussi, en plus des espèces, on essaye de panacher les variétés. Les autres prairies, on essaye aussi d'être diversifiés. On a des luzernes pures, on a des luzernes dactyles, des dactyles luzernes. Ce qui sèche très bien, ça va être tout ce qui est fétuque, luzerne, dactyle. Ce qui sèche pas ou très mal, raigrats anglais tétraploïdes, raigrats hybrides, raigrats italiens et trèfle violet. Donc la première étape déjà c'est de regarder la météo. On regarde souvent les millimètres évapotranspirés et on peut se dire qu'il y a un créneau convenable à partir de 10-12 mm d'évapotranspiration. Selon ce créneau-là, on va être capable de faucher entre 10 et 30 hectares. Donc les 350 tonnes, c'est récolté en à peu près 7-8 chantiers. Dans l'année, l'ordre de grandeur du chantier moyen, c'est 50 tonnes de matière sèche. Alors ça peut être ajusté à la hausse ou à la baisse selon le moment de l'année, selon le créneau pour sécher et selon la typologie de la flore. Donc on fauche souvent J1, fin de matinée ou début d'après-midi. Aussitôt après, on fait un fanage. Deuxième jour, on fait soit un fanage, soit un endainage, mais en faisant des petits andins de 3 mètres avec l'endaineur à tapis. Sachant que pour préserver la qualité, l'optimum est de faire des petits andins de 3 mètres et de les regrouper en 9 mètres le lendemain ou le soir. Alors le premier fanage, souvent on fane très doucement, entre 5 et 7 km/h et autour de 450 tours à la prise de force. Il faut aussi bien démêler la matière pour qu'il y ait 0 paquet vert. Et le deuxième fanage, souvent on va un peu plus vite en vitesse, autour de 9-10 km/h.
et entre 350 et 400 tours minutes à la prise de force. Souvent 48 heures après, on endaine, on engrange et c'est parti. Donc on récolte environ 10 à 12 tonnes de matière sèche par heure. Si on est sur un chantier moyen de 50 tonnes de matière sèche, on est sur un engrangement qui dure entre 4 et 5 heures. Globalement, on est plutôt bien équipé chez nous. On est équipé en 12 mètres pour la fauche et le fanage. C'est une faneuse 12 toupies. On a fait le choix de ne pas avoir de remorque. Et donc on a plutôt dimensionné l'autochargeuse pour qu'elle puisse répondre à toutes les demandes. Elle fait 90 mètres cubes d'IN, donc ça veut dire que dedans, c'est en ordre de grandeur 45-50 mètres cubes. Et on a un endaineur à tapis qui fait 9 mètres, mais tout le matériel est partagé. C'est-à-dire qu'on a une banque de travail avec nos collègues et il sert sur 2 autres fermes. Plus on tasse et plus c'est dur à sécher. Par rapport à un ensilage, on va mettre beaucoup moins de volume dans l'autochargeuse. Nous, par autochargeuse, il y a à peu près 4 tonnes 5 de matière sèche. Voilà, et de plus en plus, on met des couteaux. On a un couteau tous les 4 cm. On se rend compte qu'il y a moins de tri à lauge. Ça sèche assez bien quand même. Ça permet d'augmenter la matière sèche ingérée sur la phase hivernale, quoi, pour avoir des fourrages qui soient le moins encombrants possible. On fauche plutôt 8 à 12 hectares par heure et en fenaison 5-6 hectares à l'heure avec les manœuvres. On n'est pas obligé d'allonger les journées pour que le chantier passe bien dans une après-midi. Alors sur le premier chantier, on met entre 2 et 4 mètres et après par chantier supplémentaire on rajoute 1-2 mètres. On se rôde avec le temps qui passe et puis on a aussi un pont bascule. Et j'ai aussi l'habitude parce qu'on mesure l'herbe pour toute la surface qui est pâturable, on mesure l'herbe avec un herbomètre. Très aléatoire entre 2 jours et 10 jours selon les chantiers. En fait, on a une caméra thermique et on va aussi visualiser en post-séchage presque tous les jours pour voir où on en est. Au besoin, on est capable d'aller dégriffer une partie du foin ou tout. Et là, c'est aussi un travail de suivi. On sait que le matin, il y en a un qui fait ça pendant une demi-heure, 1 heure. Déjà, il y a une appréciation visuelle quand on est dans la griffe, une autre quand on est dans la case. Et après, on regarde aussi l'évolution de la pression dans le tas de foin. On est capable de rentrer dans la cellule. Ça nous permet de voir, de sentir et de toucher pour être capable de bien apprécier et puis de se dire est-ce que là on va passer en alternance, est-ce qu'on baisse la fréquence, est-ce qu'au contraire on a du retard et il faut rallumer le générateur d'air chaud. Voilà, c'est plein de petites décisions où il faut faire le travail. Alors quand même, le générateur d'air chaud, il est allumé presque systématiquement au moins la première nuit et la deuxième. Et après, pour l'alternance, souvent quand on estime que c'est sec, on maintient quand même de l'alternance en journée pendant plusieurs jours par sécurité. En fait, on autoconsomme aussi l'électricité sur le site. Donc se dire que même en post-séchage, on rallume pendant 3 heures par jour, c'est assez cohérent techniquement, même économiquement. Celui qui a l'autochargeuse, il ne faut pas trop compacter la matière. Donc on a un mode automatique sur l'autochargeuse qui fonctionne pas toujours ultra bien. Et il ne faut pas hésiter à la rappeler pour dire là tu peux en mettre plus ou moins. Et au moment de l'engagement, il faut bien déposer la matière tout gentiment dans le séchoir pour pas qu'il y ait de paquets humides collés. Quand on termine le chantier, souvent celui qui autocharge envoie un petit message en disant là il en reste que 2 ou 3. Donc c'est le moment un peu de fignoler. Et on a des lignes de suivi de la hauteur. Et donc on essaye d'homogénéiser parfaitement la hauteur. Et sur les bords, on va remettre un petit peu plus de matière en déposant peut-être 30-40 cm de plus sur les bords pour éviter les passages préférentiels. Si c'est les vaches qui coupent, on va pâturer entre 8 et 11 fois les paddocks. Si c'est que de la prairie de fauche, on va faire plutôt 4-5 coupes, mais souvent les vaches pâturent la toute première sortie d'hiver et la toute dernière, la première coupe, on va le faire entre 3 chantiers de 15-20 hectares. Il faut quand même se faire bien accompagner. Il y a des entreprises et des associations qui savent bien faire ça. C'est important de prendre des bonnes décisions dès le départ parce que sinon c'est préjudiciable pendant toute une carrière. Donc bien dimensionner le projet par rapport à ses besoins, par rapport à la ferme. Je pense que c'est un peu une clé de réussite. Le Ségrafo est quand même expert là-dedans. Et puis faut aller en voir. Il faut aller voir beaucoup de séchoirs pour avoir les retours d'expérience et puis pas recommencer les erreurs.